Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous allons voir notre cours de virologie spéciale. Aujourd'hui, nous allons parler des rhabdoviridés, mais pas tous. Nous allons nous concentrer sur les lissavirus et donc le virus de la rage. Ce cours ne sera pas très long, évidemment, parce qu'on a essayé de condenser, mais il sera à peu près détaillé. Voici le plan de notre présentation. Nous allons parler du virus et de sa taxonomie, l'épidémiologie de la maladie, les manifestations cliniques, comment on fait les prélèvements et les analyses et bien entendu comment est-ce qu'on fait la prévention et le traitement. Pour ce qui concerne la taxonomie, il est important de savoir que le, les rhabdoviridés, voilà, ils appartiennent, ce sont des virus à ARN, simple brin à polarité négative. Donc, ils tombent dans le groupe 5 de la classification de Baltimore, appartenant donc au règne des Riboviria, au royaume des Orthomavirae, au phylum des Negarnaviricota, le subphylum des Aplaviricotina, et donc la classe des Mongiviricete, l'ordre des Mononegavirales, dans lesquels nous avons la famille des Rhabdoviridés avec plusieurs genres. Évidemment, c'est un virus qui a un tropisme pour les vertébrés, les invertébrés et même des plantes. Mais il a une particularité, on va le voir même sur cette dia et dans l'animation. Et donc, les lissavirus, ce sont des virus à ARN simplement, comme j'ai dit, à polarité négative, qui infectent essentiellement les neurones des mammifères. Les neurones, ce sont les cellules nerveuses. Et donc, la rage, par exemple, c'est une infection de l'homme ou alors du chien ou d'un autre mammifère, d'accord, par le virus, le rhabdovirus, qui en fait crée une encéphalite mortelle que l'on appelle la rage. La rage, c'est la maladie. Le virus, c'est la famille des rhabdoviridés, qui provient du grec rhabdos. Rhabdos signifie baguette ou bâton, et lissa, ça signifie frénésie, excitation. Évidemment, c'est un virus qui n'atteint pas seulement les vertébrés, mais également les invertébrés, hein, bien sûr, et d'autres mammifères. Ça, c'est très important. Vous voyez la forme du virus, on va les décrire sur la dia qui suit. Alors, le virus de la rage, c'est un virus qui a la forme d'une balle de fusil, comme vous pouvez le voir avec l'apex ou la pointe et la base. C'est un virus qui a la forme d'une balle de fusil et qui présente un ARN simple brin à polarité négative et qui n'est pas segmenté, hein. Il a une longueur d'environ 12 kilobases. Et il a 5 protéines structurales que vous pouvez voir ici en suivant mon curseur en rouge. La protéine G, qu'on appelle la glycoprotéine, qui en fait est un trimère de surface. La protéine de la matrice, c'est la protéine qui tapisse la face interne de l'enveloppe du virus que vous voyez ici en chocolat ou en brun foncé. Vous avez la nucléoprotéine, celle qui est en vert comme un cordon, évidemment, qui contient l'ARN viral. C'est ça la protéine N. Et pour la rage, vous avez une protéine très, très particulière qu'on appelle la phosphoprotéine P. Et vous avez bien sûr la polymérase qui est la protéine majeure parce que c'est grâce à ça que le virus se réplique. Le virus est pris normalement au niveau de la membrane cytoplasmique de la cellule qui est infectée. Alors, le récepteur G, ou la glycoprotéine, a un rôle très très important. Pourquoi? Parce que c'est ce récepteur qui se fixe sur les cellules hôtes et qui va permettre la pénétration, l'entrée du virus dans la cellule. Mais il a également un rôle dans la vaccination parce que la plupart d'anticorps que l'hôte produit ou alors qu'on produit au laboratoire, ils sont dirigés contre la glycoprotéine G. Évidemment, ce qui fait que les anticorps vaccinaux seront évidemment to be elicited, seront produites pour se diriger contre cette cible virale.
Et il y a ce qu'on appelle la RNP, la ribonucléoprotéine, d'accord, qui en fait est l'ARN, qui est ce cordon noirâtre qui est à l'intérieur, ici vous le voyez bien à l'extrémité, mais qui va à l'intérieur, que vous ne verrez pas parce qu'il est enveloppé dans une nucléoprotéine. Je donne ces caractéristiques dans mon cours de viro général. Donc la ribonucléoprotéine envers ce cordon de couleur verte, ici en illustration, comprend donc la protéine N, qui est la nucléoprotéine, dont les unités sont là, en vert comme vous le voyez. Il comprend la protéine P, que vous voyez en pourpre, la phosphoprotéine, mais également la polymérase L, qui est ici en gris. Et lorsque les cellules sont infectées, elles créent ce qu'on appelle des inclusions intranucléaires dans les cerveaux. Et évidemment, ces inclusions sont en fait bourrées c'est une collection faite de ribonucléoprotéines. On le verra. Voici les virus et les récepteurs G dont j'ai fait mention qui interagissent avec l'hôte pour initier le cycle d'infection parce qu'il doit y avoir fixation, adsorption, entrée dans la cellule, décapsidation, réplication. Et ce récepteur ou cette protéine G à la surface du virus est impliqué évidemment dans la pathogénèse et dans la virulence du virus, mais également dans la réponse immunitaire comme nous l'avons vu. Et les anticorps neutralisants, quand l'organisme les produit, évidemment, il se fixe sur ce récepteur. Son génome, comme vous pouvez le voir, c'est un génome linéaire qui n'est pas du tout segmenté, qui part de l'extrémité 3' et à l'extrémité 5'. Regardez bien en gris, la grosse partie, à peu près la moitié ou le 40-45% du génome d'accord est constitué par les gènes qui codent pour la polymérase, la protéine L, montrant évidemment son rôle principal dans la réplication du virus et puis dans la constitution même du virus. Il est important de noter que les lysavirus en général, ils sont sensibles à différents désinfectants ordinaires, dont les ammonium quaternaires tels que les benzalkonium, avec la concentration de 1 sur 256, l'hypochlorite de sodium, donc l'eau de Javel à 5%, et 10% c'est trop fort, les composés iodés, l'isopropanol à 70%, évidemment l'éthanol à 70%, peut également détruire les lysavirus. Mais il est à noter que les désinfectants chimiques deviennent peu efficaces lorsque votre échantillon ou alors votre matériel est contaminé avec des tissus cérébraux ou des suspensions qui contiennent les tissus cérébraux ou alors les cultures virales qui sont riches en particules virales notamment. Pourquoi? Parce que la concentration est tellement importante que la désinfection ou les désinfectants utilisés ne seront pas donc inactiver l'ensemble des virus, ce qui fait qu'il faut être très prudent quand vous manipulez ces virus. De toutes les façons, le virus de la rage, c'est catégorie 4, donc il ne peut se manipuler qu'entre un P3 et le P4 pour faire des cultures cellulaires. Ce n'est pas un virus à manipuler en routine, il est très 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 dangereux et d'ailleurs pour information, il appartient au même ordre que les virus Ebola, les mononégavirales. Lui aussi, il est dans ce groupe-là, mais pas dans la même famille, parce qu'il y a plusieurs familles dans les mononégavirales, les Rhabdoviridae, les Filoviridae et d'autres. Alors, vous pouvez décontaminer le matériel médical si vous pensez qu'il est infecté, le matériel des verreries et les déchets. Il suffit d'autoclaver à 121 degrés pendant 1 heure à la pression d'une atmosphère, c'est suffisant déjà pour détruire le virus. Alors, le virus de la rage, c'est un virus à ARN, simple brun, polarité négative, donc Baltimore groupe 5. Et c'est un virus qui a une diversité génétique énorme. Pourquoi? Parce que c'est un virus à ARN au départ, avec les mécanismes, il manque des mécanismes de proofreading et il commet beaucoup d'erreurs et qui ne sont pas réparées. Et ce qui fait que, voilà, il se réplique aussi, comme on le dit, les seuils de réplication sont très proches des seuils d'erreur, ce qui fait qu'il y a très peu de corrections qui se font. Alors, les virus ont une diversité phylogénétique importante que l'on a classifié la diversité génétique en phylogroupes. C'est ainsi que sur cette image à gauche, vous voyez les phylogroupes 1.
Le phylogroupe 1 est représenté par différents réservoirs du virus ou différents hôtes du virus, entre autres les chiens, les renards, la chauve-souris, le raton laveur et la moufette. Et vous pouvez voir tous les virus qui sont impliqués dans ce groupe, les Aravan lyssavirus, les Australian, les BBLV, donc le Bokelo bat lyssavirus, donc c'est comme ça qu'on les appelle tous les virus de la rage. Ils se terminent par lyssavirus avec des noms différents selon les régions ou alors où ils ont été isolés. Et vous avez les KHUV et les Kujland lyssavirus, etc. C'est ça dans le phylogroupe 1 qui ont pour hôte ou réservoir les chiens, les renards, la chauve-souris, les ratons laveurs, etc. Le phylogroupe 2 a pour, ici en vert, a pour réservoir le chat, les musaraignes, les chiens aussi également, mais les mangoustes. Et ici nous avons les virus, les Mokola virus, le Shimoibat virus, le Leidabat virus, et d'autres qui sont dans ce phylogroupe ici, qui est en vert, le voici là. Et nous avons d'autres phylogroupes, notamment le 3, et même il y en a qui penseraient à un quatrième virus qui comprendrait quelques virus ici. Mais c'est juste pour vous montrer la diversité génétique importante et la richesse des hôtes en rapport avec la rage. Alors, j'ai déjà parlé de la décontamination du matériel, c'est dans les caractéristiques du virus. La décontamination physique, j'en ai parlé, autoclavage à plus de 121 degrés pendant 1 heure à une pression d'une atmosphère, ça fait l'affaire. Mais vous pouvez également faire une décontamination chimique. Pourquoi? Parce que je l'avais dit, les lyssavirus sont très sensibles aux désinfectants ordinaires. Les ammonium quaternaire, l'eau de javel, les composés iodés, l'éthanol, l'isopropanol, etc. Et j'avais dit que quand vous avez une suspension qui est riche en tissus cérébraux, vos désinfectants risquent de ne pas suffire et donc il faut faire attention. Quelle est l'épidémiologie de la rage? C'est une maladie très grave, très sérieuse, mais parfois on y prête moins attention parce qu'on n'a jamais vu, on a très peu vu de cas de rage. Quand vous le voyez une fois, vous ne l'oubliez pas toute votre vie. Vous voyez comment la personne va mourir et meurt en votre présence parce que vous n'êtes pas capable de le sauver ou de lui fournir ce qui va le sauver. De toutes les façons, il finit par mourir. Et c'est très dramatique, des virus pareils. Et voilà pourquoi il faut faire attention. Et nous faisons ces cours pour également attirer votre attention. Sur cette carte, nous présentons la rage canine, d'accord, avec les différentes procédures et avec les différents mécanismes associés. Ici, il est important de savoir que la rage canine a commencé à être contrôlée dans le monde, notamment parce qu'il y a aussi l'effet de la vaccination, ce qui fait que le nombre de cas a fortement diminué. Mais notez que malgré la diminution des cas, chaque année, on note plus de 60 000 cas de décès dus à la rage. 60 000 personnes chaque année, donc du 1er janvier au 31 décembre, 60 000 personnes vont mourir dans le monde entier à cause de la rage. Ça, c'est un chiffre énorme. Et regardez les pays en vert sur la carte, donc le continent nord-américain et une partie de l'Amérique latine ici, notamment l'Équateur, les Guyanes et bien sûr l'Argentine, le Chili, le Paraguay, un peu, voilà. Ces pays n'ont pas de rage. Évidemment, l'Europe occidentale tout entière, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien sûr la péninsule japonaise et puis la Corée du Sud. Voilà, c'est bien délimité ici en vert. Ce sont des pays qui n'ont pas de rage ou des cas du tout de rage ou rarement. Et puis, il y a des pays qui ont une rage endémique, mais elle est contrôlée. C'est le cas du Brésil, c'est le cas du Pérou, évidemment, les cas de la Bolivie. Ça, c'est en Amérique. En Afrique, en Asie, pardon, c'est toute la Chine, une bonne partie de la Chine et le Kazakhstan et la Turquie. On a des cas endémiques de rage, mais ils sont contrôlés. En Afrique, vous avez l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Et vous avez ici la Tanzanie, le Kenya, et puis l'Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana, qui sont des pays avec une rage qui est contrôlée.
Il y a des pays où on suspecte la rage, hein, notamment la Russie, etc. Mais il y a des pays où la rage est endémique. Et cette rage, bien sûr, elle est conduite majoritairement par les chiens. C'est le cas de toute l'Afrique subsaharienne, dont la RDC, mon pays, mais évidemment tout le Moyen-Orient, la péninsule arabique, évidemment l'Iran, le Pakistan, l'Inde, l'Afghanistan, le Népal, le Bhoutan, le Myanmar, la Birmanie, etc. Et même la Corée du Nord ici. Ça signifie que c'est quand même un virus qui est répandu, notamment en Afrique et en Asie, y compris le Moyen-Orient. Et donc c'est très très important de prendre soin de cela. Et cette zoonose affecte tous les mammifères. Et tous les mammifères sont sensibles. C'est ça le mauvais côté. Ça signifie n'importe quel mammifère est susceptible de faire la rage parce qu'ils sont des cellules sensibles. Alors, dans les réservoirs, il y a deux catégories de réservoirs. Il y a ce qu'on appelle le réservoir terrestre, avec les animaux que l'on a sur la Terre, notamment les ratons laveurs, la moufette, le mangouste qui combat beaucoup les cobras, le renard, les chiens, qui est très classique. Ça, c'est les réservoirs terrestres. Mais à part les réservoirs terrestres, nous avons vu avec les différents phylogroupes qu'on peut avoir d'autres animaux aux États-Unis, la civette, les chevals, le bœuf, d'autres chiens, etc., le renard, la hyène, la biche, etc. Plusieurs animaux, y compris les chauves-souris surtout. En Afrique, en Asie, en Eurasie, et les chauves-souris ont un rôle très très important, ce qui fait que le virus est répandu dans le monde entier à cause de la diversité des l'hôte et de l'abondance des réservoirs. Alors, comment on se contamine pas avec la rage ou le virus de la rage, le lyssavirus? On se contamine par des morsures d'animaux infectés. Vous devez savoir qu'à chaque contact, à chaque morsure ou à chaque morsure, le contact avec la salive est l'élément le plus dangereux. Pourquoi? Parce que la salive contient énormément de particules virales. Plus il y a de salive dans une morsure d'animal atteint de rage, plus la contamination est intensive. Vous m'avez entendu? Intensive. Et donc, il faut faire très, très attention. Mais à part les morsures, on peut avoir aussi les éraflures, hein, les griffures. Vous pouvez avoir une plaie ouverte qu'un chien peut lécher, ça suffit. Vous pouvez avoir des muqueuses qui sont contaminées par des tissus. Ça, c'est important. Il existe des cas de rage à l'hôpital, hein, des infections nosocomiales, par exemple, une inhalation accidentelle des particules d'aérosol. Ça a été décrit, c'est rare, mais ça existe. Et c'est pas fréquent, mais c'est mieux de le documenter parce que ça existe. Mais on n'a pas décrit des cas de transmission à travers les reliques. Les reliques, ce sont les habits qui restent d'une personne qui est morte. Ce qui fait que, ce qui montre ou qui prouve que quand on sèche bien les vêtements ou on utilise des détergents, ils inhibent ou ils détruisent les virus. Évidemment, les virus à ARN, à enveloppés à polarité négative, parfois résistent moins à l'extérieur. Ils peuvent être détruits, mais une fois qu'ils sont à l'intérieur, évidemment, ils sont très très dangereux. Nous allons parler de la clinique. Quels sont les signes qui sont susceptibles de se manifester ou qui se manifestent lorsque vous avez la rage? Ça, c'est très très important. Et une fois que vous voyez, vous devez être en mesure de savoir que ça, c'est la rage. Et c'est très important, notamment pour les cliniciens. Surtout ceux qui travaillent en milieu rural. Les cas de rage en milieu urbain sont rares, mais en milieu périurbain et en milieu rural, ou voilà, ça peut être un peu plus. La période d'incubation de la rage, c'est déjà quelque chose de très mauvais parce que ça varie de plusieurs semaines à plusieurs mois. Ça veut dire que vous avez été une fois griffé, une fois léché, une fois mordu par un animal. Ça peut être une chauve-souris, ça peut être un rongeur, ça peut être un chien ou autre, etc. Vous vous soignez, vous vous désinfectez et vous passez plusieurs mois où vous avez même oublié que vous aviez été mordu. Et subitement, les manifestations cliniques commencent. Et quand ça commence, au tout début, c'est d'abord non spécifique. Et ensuite, ça va devenir spécifique dans ce qu'on appelle la phase aiguë neurologique, où dans 80% des cas, vous ferez une encéphalite et seulement dans 20% des cas, vous ferez la forme qu'on appelle paralytique. Et dans 80% des cas, c'est la forme encéphalitique qui est dramatique parce qu'elle est très grave.
Alors, la forme encéphalique qui représente 80% des cas, elle s'est traduite par quoi? Par un syndrome d'hyperexcitabilité. Votre système nerveux est hyper excité, hyper activé. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'hyperexcitabilité se traduira par la confusion. Vous voyez quelqu'un qui est confus, qui hallucine. Ça veut dire perception irréelle d'un stimulus, perception comment on dit, l'hallucination, c'est une perception d'un stimulus inexistant. Voilà le terme. Donc vous commencez à voir des visions, des songes, des choses comme ça, mais en réalité, quand tout le monde vient, il ne le voit pas. C'est ça les hallucinations. Vous avez une agitation, vous êtes très agité parce que vous avez un syndrome d'hyperexcitabilité, et vous avez l'agressivité. Mais cette agressivité, elle vient, elle disparaît. Voilà pourquoi on dit elle alterne avec la lucidité. Vous avez du mal à avaler, vous avez ce qu'on appelle la dysphagie. Et un des signes caractéristiques importants, voilà pourquoi je l'ai mis en rouge, c'est l'hypersalivation. Vous bavez, vous produisez beaucoup de salive au niveau de votre bouche. Et ça, c'est très remarquable. Et les larmes coulent également abondamment. Alors vous avez un larmoiement et bien sûr la transpiration. Ça, ces trois signes ne trompent pas. Hypersalivation, larmoiement, transpiration. Ils sont dus en fait à l'excitation du système nerveux sympathique. Et puis vous avez tout ça. Il y a un autre élément que vous avez, c'est très intéressant, c'est la mydriase. La mydriase, c'est la dilatation des pupilles. Pour ceux qui ne connaissent pas la pupille, regardez sur l'écran, c'est la tache noire de l'œil. Alors, vous le verrez bien, la tache noire de l'œil qui est dilatée. Et parfois, elle peut être perturbée. La tache noire de l'œil, d'un côté, ça devient un peu plus grand, donc dilaté, d'un autre côté, un peu plus petit. C'est ça qu'on appelle l'anisocorie en termes médicaux. Et vous avez les dysfonctionnements du système nerveux autonome, notamment les nerfs crâniens qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus bien. Vous avez cette anisocorie, une différence de taille des pupilles. Une pupille est dilatée, la tache noire de l'œil, tandis que l'autre elle est en constriction. Et vous pouvez avoir une paralysie faciale et une paralysie de la langue. Ça, c'est au départ. Ensuite, un élément important de la rage, c'est l'hydrophobie. Les personnes qui font la rage, la forme encéphalitique, ils détestent l'eau, ils craignent l'eau, ils font une phobie face à l'eau et ils ont ce qu'on appelle les spasmes aérophobiques sévères. Donc dès qu'ils voient l'eau, ils ne veulent pas voir, sentir, même entendre le bruit de l'eau. Et à un moment, il y a des contractions importantes au niveau des voies aériennes et c'est ça qui peuvent tuer les malades. Et ces contractions, ces spasmes aérophobiques sévères sont déclenchés parfois par le vent et par le courant d'air. Il suffit qu'un courant d'air passe, ça déclenche des spasmes aérophobiques sévères. Et au dernier stade de la maladie, c'est tous les organes qui arrêtent de fonctionner ou qui fonctionnent mal. Vous entrez dans ce qu'on appelle un dysfonctionnement multiorganique qui conduira à un coma et inexorablement toujours vers la mort. Donc c'est une maladie dramatique, très mauvaise, pour lesquelles quand la personne les contracte, il n'y a pas d'autre alternative. Bon, vous pouvez prier, ça peut être utile, hein, et je pense, pour ceux qui croient, mais du point de vue médical, ici je suis dans la médecine, c'est très difficile. Alors, j'essaie de résumer par ces tableaux. Au début, vous avez d'abord des signes généraux hein, d'infection virale. Vous avez les maux de tête, vous avez la fièvre parce que c'est une infection virale, perte d'appétit, fatigue, asthénie. Vous avez des nausées, des vomissements, parfois même la diarrhée. Vous pouvez également tousser et avoir un nez qui coule. Ça n'a rien à voir avec la rage comme telle, hein, parce que si ça vous arrive, vous n'allez pas directement dire « Oh mon Dieu, j'ai la rage ». Non, vous pouvez penser à une grippe, à tout ça. Mais quelques jours après, vous passez au deuxième stage. C'est là que votre comportement change, vous devenez agressif, vous devenez brutal, vous supportez de moins en moins la lumière, vous avez ce qu'on appelle une photosensibilité et vous avez des crampes musculaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une atteinte des neurones, alors vous sentez des fourmillements et des crampes et vous commencez à avoir peur, vous avez une phobie. Et les phobies peuvent avoir plusieurs stades. Hein, ou plusieurs formes, je voulais dire. Phobie de l'eau, etc. Mais vous pouvez aussi être angoissé. Vous avez la paralysie des muscles des yeux. Voilà pourquoi vous avez
cette anisocorie. Vous avez une hypersalivation, vous bavez et parfois vous écumez, vous sortez une sorte de mousse au niveau de la bouche, des fourmillements et vous avez cette phobie de l'eau avec l'anisocorie. Bien entendu, vous mourrez à la fin parce que vous entrerez en coma avec une défaillance multiviscérale. Dans 20% des cas, vous pouvez avoir la forme paralytique. La forme paralytique, elle se traduit par une paralysie flasque, une paralysie avec des membres qui sont flasques. Elle est ascendante vers les extrémités. Et malheureusement, vous pouvez avoir une parésie ou une paralysie des muscles du larynx. Le larynx, c'est l'appareil phonatoire au-dessus dans la gorge. Et vous pouvez avoir une parésie des muscles de la face. Mais vous pouvez avoir une surdité bilatérale. Vous perdez l'audition, vous n'entendez plus, vous devenez sourd. Vous pouvez également avoir une incontinence urinaire, un priapisme. Un priapisme, c'est une érection prolongée et douloureuse. Donc vous entrez en érection et puis ça ne s'arrête plus, ça commence à faire mal. Les corps caverneux sont bondés de sang et ce sang n'arrive plus à quitter. Évidemment, ça devient très difficile. Dans la forme paralytique, vous avez très peu d'hydrophobie, très peu, rarement vous avez peur de l'eau. Et les spasmes respiratoires sont légers. Mais sachez que si vous avez une instabilité au niveau cardio-respiratoire, cela peut conduire au décès, même si dans d'autres formes, vous mourrez peut-être moins. Mais dans la forme encéphalique ou encéphalitique, c'est classique, vous mourrez. Alors, comment se fait le diagnostic? On va faire les prélèvements et les analyses. Les prélèvements, en général, chez les animaux, vous les faites en post-mortem parce que c'est très dangereux et il ne faut pas oser, même si vous priez beaucoup, même si vous avez beaucoup de foi, il ne faut pas aller capturer un chien enragé vivant. Il faut l'abattre, le tuer, ensuite faire des prélèvements. Si vous, par conviction ou par la foi, vous voulez aller attraper un chien enragé vivant pour lui faire son prélèvement, en tout cas c'est vous qui serez enragé. Le chien mourra et vous mourrez quelques jours après lui. Le prélèvement chez les animaux, ça s'est fait en post-mortem. Ça veut dire vous tuez l'animal ou l'animal meurt. Alors quand l'animal meurt, le chien, on lui coupe la tête parce que vous avez besoin de prélever son cerveau. Voici les images. Soit vous anesthésiez le chien et ensuite vous lui coupez la tête, comme vous voyez cette équipe en train de faire une autopsie. De la tête du chien qui est là. Bon, c'est pas pour manger, c'est pour faire une autopsie, évidemment. Et vous prélevez le cerveau, ou l'encéphale, le cerveau, le cervelet, les bulbes rachidiens, etc. C'est important. Chez les humains, une fois qu'ils font la rage avant qu'ils ne meurent, vous pouvez faire des sécrétions buccales. Parce que de toute façon, la salive qui sort, elle est très riche en particules virales. Il suffit de prélever la salive, ça ira, ou alors faire une écouvion de la bouche. Mais si la personne meurt, vous pouvez faire la dissection pour prélever son cerveau. Ce prélèvement doit être fait par des personnes qui sont professionnelles, qui savent ce qu'ils prélèvent, qui sont vaccinés, qui savent porter les épis complets et qui savent faire leur travail. Mais évidemment, si vous avez réussi à avoir les sécrétions buccales, et on verra peut-être les morceaux de tissu au niveau de la peau de la nuque, ça aussi c'est indiqué, je ne l'ai pas noté je pense, ça peut aider. Parce qu'en Afrique, surtout, ça pose quand même problème éthique. Votre frère est mort et vous voyez toute une équipe de gens vêtus en blanc. Il se dit que ce sont les médicaux ou les paramédicaux. Ils viennent et ils coupent la tête de votre frère ou de votre soeur. Ils prélèvent les cerveaux. Bon, c'est très cruel. Souvent, ça pose des problèmes éthiques. Alors, l'Africain, nous, des choses comme ça, on n'aime pas du tout. On préfère qu'il meure avec ces virus qu'on l'enterre avec. On peut tolérer un écouvillon de la gorge ou des sécrétions buccales. C'est déjà bon. S'il y a des virus, évidemment, ça va être détecté. Mais on peut évidemment faire des dissections là où c'est autorisé, mais ça doit être couvert de manière légale. Ça, c'est en post-mortem, lorsque les personnes sont mortes. Mais en anté-mortem, ça veut dire quand les personnes sont vivantes. Ici, il s'agit des animaux et des humains. Je n'ai pas mis les animaux parce que l'animal, il faut l'abattre dans tous les cas. Vous pouvez prélever la salive fraîche. D'accord, la personne avec l'hypersalivation, la salive coule, il suffit de mettre un bocal, vous allez le prélever. Mais quand vous allez faire le prélèvement, s'il vous plaît, mes chers amis,
vous mettez l'épi complet. Les équipements de protection individuelle complet, full. Masque, écran facial, 3 ou 5 paires de gants selon votre dextérité, mais vous devez être capable de prélever. Et vous devez savoir comment enlever l'équipement de protection individuelle. Quand je donne Ebola, j'explique, parce que votre équipement de protection individuelle, votre épi, risque d'être votre pire cauchemar et c'est ça qui va vous contaminer. Vous pouvez avoir la salive fraîche, vous pouvez faire les biopsies de 5 à 6 mm de diamètre au niveau de la peau de la nuque, à la lisière des cheveux. Vous pouvez prélever vraiment la limite entre la peau de la nuque et les cheveux, c'est ça qu'on prélève. Dans ces follicules pileux-là, des cheveux, il y a souvent du virus et vous pouvez faire des coupes très très minces. Et après, vous pouvez mettre les morceaux de tissu dans l'eau stérile, sans conservateur, et ensuite vous amener au laboratoire. Vous pouvez également prélever le sang. Il y a du virus, mais même si c'est en faible concentration. Le liquide cérébrospinal ou le liquide céphalorachidien est très riche en virus. Vous pouvez le faire. Mais souvenez-vous, la personne qui fait la rage, il a un syndrome d'hyperexcitation. Ça veut dire qu'il ne sera pas toujours tranquille. Et faire une ponction lombaire, c'est très très compliqué parce que votre geste même peut lui nuire, surtout s'il développe une hypertension intracrânienne dans lequel cas, avec l'agitation, vous risquez d'avoir un syndrome d'engagement des tonsilles cérébraux, ce qui peut être très très dangereux. Alors, le virus est très sensible à des températures positives, ce qui fait que quand vous le prélevez, il faut qu'il aille les échantillons doivent aller à des températures négatives, moins 20 ou moins 80 pour ceux qui sont riches. Mais évidemment, en Afrique, loin dans les villages, là, vous n'aurez pas du moins 80 du tout. Moins 20 avec beaucoup de chance, sauf si une équipe est diligentée pour faire une enquête exhaustive avec toute multisectorielle où tout le monde est là, on peut prélever. Mais souvent, les échantillons, vous arrivez à la température ambiante et les virus meurent très vite, sauf ce qui est dans les cellules. Voilà pourquoi la PCR, ça peut aider, mais la culture cellulaire, ça risque d'être très compliqué. Je résume, quelqu'un qui est vivant, en antémortem, vous pouvez prélever le sang, le sérum, la salive, les sécrétions oropharyngées, les liquides céphalo-rachidiens, biopsie cutanée au niveau de la nuque, mais déjà, sachez que ça fait mal. Quelqu'un qui a déjà tout ça, là, il est agité. Et il peut vous mordre aussi, parce qu'il peut vous mordre, parce qu'il aboie, parfois il crie. Et donc, c'est pas facile de faire la biopsie cutanée. Mais une fois que vous la faites, elle doit passer à moins 80 très rapidement. Ça, c'est en antémortem. En post-mortem, chez l'homme, vous prélevez les sécrétions buccales. Si vous avez assez d'esprit, comme on dit en RDC, ça veut dire que vous êtes courageux. Voilà, vous coupez la tête, vous prélevez les cerveaux. Et je vous le recommande pas, c'est pas évident. Chez l'animal, il faut le faire, mais il faut le faire par des experts. Alors, quels sont les tests que l'on fait au laboratoire? Les plus simples, le plus cool à faire, c'est la PCR temps réel, bien sûr, la rétrotranscriptase PCR, de la salive, du sérum, de la peau. La peau, normalement, il faut faire un écrasement ou un broyage des tissus. Il faut bien savoir le faire. Moi, je l'ai essayé une fois, j'étais dans la boîte à gants. Un PCM4 et c'est pas évident de broyer les tissus et puis il faut d'abord les couper et quand vous voulez les couper vous avez des petits objets qui sont tranchants et vous êtes dans la boîte à gants, c'est la rage, vous avez peur de vous blesser ou de couper votre gant et finalement de vous contaminer, ce qui fait que c'est des manipulations assez dangereuses. Vous pouvez également faire la PCR du LCR. À part la PCR au laboratoire de microbiologie, en biologie moléculaire ou en virologie, vous pouvez faire l'histopathologie, donc l'anapath des tissus cérébraux. Une fois vous avez les tissus cérébraux, vous le fixez au formol et vous pouvez lire. On va voir sur la dia suivante ce que vous aurez comme image. Vous pouvez faire la culture cellulaire. Pour cultiver les virus, il faut avoir un P4. Même un P3 ne suffit pas. Je dirige un P3, mais ça ne suffit pas pour cultiver les virus tels que la rage P4, s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas, restez dans vos gants. Ne prenez pas des risques inconsidérés. Et une fois que vous avez fait l'histopathologie, vous pouvez faire également la microscopie, bien sûr, parce qu'ils vont lire au microscope. Et vous faites la coloration à l'hématoxyline éosine, parfois la coloration de Giemsa, mais il y a d'autres colorations, la coloration des Sellers ou alors la coloration des Mans. Qu'est-ce que vous observez quand vous faites cette biopsie? Vous observez ce qu'on appelle les corps des corpus negri, les corps des négris dans les neurones. Ça veut dire que vous avez bien fait une fixation des tissus nerveux et des neurones. Et évidemment, vous allez voir les corps des négris qui sont en fait des inclusions virales intracytoplasmiques
acidophile. Et quand vous le voyez, c'est clair. Voilà pourquoi j'ai écrit ces signes hépato-gnomoniques de la rage. Mais vous pouvez également faire l'immunofluorescence, que ce soit direct ou indirect. On va le voir sur une autre diade, du tissu ou du sang. Mais évidemment, il faut être sûr que vous avez conservé votre échantillon à moins 80. Voici les coordonnées grises sur ces trois images. La première image en haut à droite, là où vous avez le curseur. Et voici la deuxième image des coordonnées gris à l'intérieur des neurones. Dès que vous le voyez, c'est très très caractéristique de la rage. Le transport de ces échantillons doit se faire selon la norme IATA. Et cet échantillon, il sera étiqueté catégorie B, 3373, mais ou alors ça sera normalement, c'est une catégorie ACN 2814 parce que c'est échantillon d'animaux, ou alors les échantillons du mec sera 2800. Et vous pouvez prélever, transporter également les sérums, les LCR, les tissus, mais il faut respecter la régulation. L'immunofluorescence, juste un mot parce que j'en ai parlé, dans le cas de la rage, c'est très important, un peu plus que dans d'autres maladies, parce que vous détectez soit les antigènes, soit l'anticorps. Dans l'immunofluorescence directe, vous devez avoir, dans tous les cas dans l'immunofluorescence, vous devez avoir un microscope à fluorescence. Alors, qu'est-ce que vous faites dans l'immunofluorescence directe? Vous allez détecter les antigènes intracellulaires en utilisant les anticorps fluorescents que vous avez au laboratoire. Vous prélevez un morceau de tissu de rage, vous estimez qu'il y a les antigènes du virus de la rage à l'intérieur. Vous allez le mettre en contact avec les anticorps fluorescents. Dans le premier temps, vous prenez l'antigène que vous ne connaissez pas dans les tissus, vous les recouvrez des anticorps fluorescents et vous laissez agir. Il y aura formation d'un complexe entre l'antigène que vous ne connaissez pas, que vous voulez étudier, et l'anticorps que vous connaissez, que vous avez au laboratoire. Le complexe antigène va être formé, mais cependant, ce complexe antigène-anticorps va être associé à la fluorescence, à la fluorescéine ou à une substance fluorescence, parce que c'est un antigène, c'est un anticorps qui est marqué. Et une fois que le complexe antigène-anticorps est formé, il va libérer le fluorochrome. Et le fluorochrome va être visible parce qu'il va émettre une lumière fluorescente qui peut être de couleur verte ou orange ou rose selon le fluorochrome que vous utilisez. Et maintenant, votre microscope va détecter la fluorescence émise. Dès que vous avez la fluorescence, cela signifie que la réaction antigène-anticorps a eu lieu et que la fluorescence a été libérée. Et donc le test est positif, ça signifie que votre tissu contient les virus de la rage. Alors ça, c'est une immunofluorescence directe, c'est clair. Dans l'immunofluorescence indirecte, vous allez détecter les anticorps, pas les antigènes, mais les anticorps, grâce aux antigènes correspondants. Cette fois-ci, au laboratoire, vous avez les antigènes que vous connaissez. Et vous voulez détecter les anticorps. Bien entendu, il faudra alors prélever du sang ou des tissus ou des liquides biologiques qui contiennent les anticorps, mais le sang, c'est ce qui est recommandé. Alors, vous avez un antigène que vous connaissez, vous le recouvrez de sérum. Les sérums, vous pensez qu'il contient les anticorps. En fait, les sérums qui contient, vous voulez étudier l'antigène, d'accord, parce que vous le connaissez. Vous voulez étudier les anticorps parce que vous avez l'antigène que vous connaissez, c'est ça que je voulais dire. Alors, vous prenez votre sérum que vous avez prélevé, le sang avec le sérum que vous avez prélevé chez votre patient suspect, parce qu'il contient les anticorps. Vous les mélangez avec votre antigène. Vous savez déjà que c'est l'antigène de la rage. Et l'anticorps, vous ne savez pas encore. Alors, une fois que vous les mélangez, il y aura formation des complexes antigènes-anticorps. Ces complexes antigènes-anticorps sont invisibles. Vous allez faire ce qu'on appelle un lavage. Je les montrerai sur les images. Après avoir fait les lavages, vous allez ajouter un deuxième anticorps qu'on appelle un anticorps secondaire parce que celui-ci va être considéré comme un anticorps primaire. Vous allez ajouter un anticorps secondaire ou un anti-anticorps. C'est cet anticorps secondaire qui va porter une substance fluorescente, un fluorochrome. Et alors, cet anticorps secondaire va se fixer à l'anticorps primaire. Et une fois qu'il est fixé, il va émettre la fluorescence. Alors la fluorescence, une fois qu'elle est détectée, ça prouve que votre anticorps secondaire, qui est lié à la substance fluorescente, c'est bel et bien lié à l'anticorps primaire, et l'anticorps primaire était lié à l'antigène. Voici comment vous avez les résultats en immunofluorescence, et c'est clair. J'ai essayé de mettre, vous pouvez faire également les ELISA, un ELISA direct pour détecter les antigènes. Voici
vous mettez quand vous voulez détecter les antigènes, voici l'antigène viral, vous mettrez les anticorps de capture au niveau, vous allez les fixer au niveau du pouls, des cupules du pouls. Vous mettez votre échantillon qui contient l'antigène. Ensuite, vous ajoutez un anticorps qui est lié à une substance fluorescente. La réaction antigène-anticorps, ici c'est un cas de sandwich. L'antigène est pris en sandwich et la réaction antigène-anticorps va émettre une fluorescence qui va être détectée. Ou alors une enzyme qui va être libérée. Ça, ici c'est un conjugué et qui va être libéré et quantifié sous forme de densité optique à cause de la lumière ou de la quantité de lumière ou des substances fluorescentes ou d'enzymes qui sont émis. Dans le cas indirect, où vous voulez détecter l'anticorps, vous allez mettre l'antigène de capture au fond du pouls. Vous allez ajouter un premier anticorps qui est l'anticorps primaire. D'accord? Qui est cet anticorps primaire, c'est celui qui est dans votre échantillon. Il y aura réaction antigène-anticorps. Mais l'anticorps qui est dans votre échantillon n'est pas lié à une enzyme, ce qui fait qu'il n'y aura aucune révélation, aucune image. Vous ajouterez un deuxième anticorps qui sera un anticorps secondaire ou un anti-anticorps. Et une fois que cet anticorps aura été ajouté, la substance fluorescente ou alors l'enzyme qui est liée ici au conjugué va être libérée. Et cette quantité d'enzyme qui est libérée, liée à un colorant, va être libérée dans les milieux. Et selon la concentration des anticorps ici, dans les milieux, cela va déterminer la teinte et vous allez calculer les densités optiques pour déterminer la positivité des résultats. Mais je l'explique bien dans les cours sur les techniques ELISA. Alors, comment on prévient et on traite la rage ou du moins on appuie, on accompagne la rage, hein? Soins palliatifs s'il faut dire, mais ça c'est réservé, c'est un terme consacré au cancer. Prévention, première chose, éviter le contact avec les animaux sauvages, de manière générale. Vous devez éviter les contacts avec les animaux sauvages. Je sais que dans l'Africain, ils voient l'animal sauvage, soit il le tue, ou soit il les mange, ou soit il fuit. Ça, c'est qui est très bien. Mais les Blancs, eux, bon, parfois, ils veulent s'habituer aux animaux sauvages, ils vont les caresser, etc. Et ça peut être causer des dégâts. Donc, évitez les animaux sauvages, surtout vous, mes frères africains, évitez. Deuxième chose, évitez tout contact avec les animaux qui ne sont pas vaccinés. Vous n'êtes pas sûr du vaccin, évitez. Et je dirais même, et même quand vous allez chez votre ami et il a des chiens, dites-lui que vous êtes anti-chien. Voilà, alors soit vous rentrez, soit vous faites la phobie des chiens. Comme ça, il garde son chien en laisse quelque part loin de vous. Les animaux vaccinés, vous les évitez. Évitez les animaux en divagation. Des animaux qui se promènent tout seuls sans mettre sur l'avenue, sur la rue, un chien seul, je sais pas, un chat seul, animaux en divagation, évitez. Dans d'autres contrées, on les voit, on les abat, on les tue. Mais bon, en Occident, il y a maintenant les droits des animaux. C'est encore compliqué pourquoi on a tué l'animal, il circulait paisiblement. En Afrique, on les tue et puis bon, parfois on les mange, mais ce qui n'est pas recommandé. Évitez les contacts avec les animaux domestiques dont vous ne connaissez pas l'histoire des vaccinations. Non, c'est un chien du quartier, c'est les chiens du voisin, il s'appelle je sais pas qui là. On se connaît avec les chiens, ça fait plusieurs mois qu'on les voit par ici. Est-ce que vous avez son histoire des vaccinations? Non, vous évitez. Parce qu'il n'y a pas de médicaments pour soigner la rage. Et dès que vous le pouvez, vous pouvez accéder à la prophylaxie. Hein. La prophylaxie peut être pré-expositionnelle, tant que vous n'avez jamais été exposé, ou post-expositionnelle, une fois exposé comme moi, en 2017, j'étais mordu par un Epomops franketti, qui est une espèce de chauve-souris frugivore. Et je n'étais pas encore vacciné contre la rage, j'ai transpiré et j'ai dû attendre un mois avant de quitter le terrain parce que j'étais en pleine forêt équatoriale. Évidemment, vous ne pouvez pas vous imaginer le stress que j'ai dû endurer. Donc, si cette chauve-souris avait la rage, je l'aurais fait parce qu'évidemment, le temps était de faire la prophylaxie post-expositionnelle était très court. Et donc, quand vous vous exposez, faites-vous quand même vacciner. Alors, quand vous vous exposez au virus, qu'est-ce que vous devez faire? La panique ici est la source des problèmes additionnels. Quand vous êtes déjà exposé au virus, c'est un problème sérieux. Mais en paniquant, c'est un problème encore plus sérieux. Je vous demande, 1. De nettoyer immédiatement la plaie
à l'eau et au savon. C'est très important. Eau et savon. Vous mettez de l'eau et du savon. Le savon suffit et l'eau. Si la plaie n'est pas profonde, etc. Vous pouvez faire quelques soins médicaux urgents autour de la plaie et directement vous allez à l'hôpital parce qu'il faut trouver les vaccins immédiatement. Ne faites pas le savant. Bon, on va voir demain. Bon, le chien ici, est-ce qu'il a la rage? Bon, c'est sûrement un chien affamé. Non. Soins médicaux, vous allez dans un établissement de soins. Quand vous travaillez, vous êtes un individu à risque à risque pour le virus de la rage, le rhabdovirus, comme moi. Je travaille dans un P3 et je manipule les échantillons de rage. Je suis un sujet à risque. Bon, moi je suis vacciné, au moins c'est cool. Quand vous travaillez au laboratoire, quand vous êtes vétérinaire, quand vous êtes biologiste, quand vous êtes forestier, garde-parc, vous êtes exposé. D'office, avant même le travail, ça fait partie des normes de sécurité. Vous devez avoir la prophylaxie pré-expositionnelle. Il est recommandé 4, parfois 5 doses. J'ai choisi un protocole, mais il y en a plusieurs. 4 doses de vaccins qu'on donne au niveau du muscle deltoïde au jour 1, au jour 7, au jour 14, au jour 21, selon le protocole, même jusqu'au jour 28. Mais après avoir fait ça, vous devez déterminer, doser le titre d'anticorps anti-rabique tous les 2 ans. Si vous ne vous êtes pas exposé assez régulièrement, bon, je vous assure que je n'ai pas dosé mes anticorps tous les 2 ans. Et je n'ai pas fait. Donc voilà, c'est en Afrique, vous comprenez. Mais si vous êtes un gars exposé que vous manipulez, donc super exposé, je voulais dire que vous manipulez régulièrement ces échantillons, je vous conseille de faire doser vos anticorps tous les 2 ans. C'est très utile et ça vous sauve. Si le titre d'anticorps est faible à un certain seuil qui est déterminé, vous pouvez vous prendre des boosts pour vous maintenir voilà, protégé ou alors prémuni. Voilà le terme. Aucun traitement une fois que les manifestations cliniques ont commencé. Il n'y a pas un médicament antiviral spécifique. Donc quand ça commence, ça signifie que à la fin, on va vous perdre parce que vous allez nous quitter. C'est dramatique, je ne suis pas heureux de dire ça et je ne voudrais pas. Et je le dis parce que c'est un cours et vous devez le savoir. Dès que les manifestations des rages commencent, sachez que la personne mourra. Et voilà pourquoi il faut faire très attention. En attendant, on peut donner les soins des supports. Évidemment, on endort les malades, on fait la sédation, on fait la ventilation ou la respiration assistée, on essaie de stabiliser certaines fonctions vitales, notamment les fonctions respiratoires, les fonctions cardiaques. Souvenez-vous, c'est une atteinte des neurones, que ce soit du système nerveux volontaire ou du système nerveux autonome. Vous avez ces neurones qui sont affectés, dont la pression artérielle est perturbée, le battement cardiaque, la respiration est perturbée. Souvenez-vous des centres cardio-respiratoires dans le tronc cérébral, ils sont déjà affectés. Et donc, ce qui fait que tous les autres organes seront affectés. Il faut veiller sur ça. Il a existé des traitements expérimentaux, ça existe. On donne un vaccin anti-rabique plus les immunoglobulines rabiques humaines. Mais l'efficacité n'a pas été prouvée parce que toutes les personnes à qui on a donné ça après, bon, elles sont quand même mortes. Bon, même s'il y a des gens qui disent quelles que soient les précautions que vous prendrez, les statistiques montrent que vous mourrez un jour. Mais bon, vous ne décidez pas de comment vous mourrez. Mais ici, dans ce traitement, ces personnes qui ont reçu ces traitements, ça n'a pas montré de guérison comme telle, et malgré les soins médicaux urgents qui ont été donnés. Mais quand vous êtes exposé, la chose la plus importante, c'est faire une évaluation réelle de votre exposition. Si ça requiert une intervention médicale rapide, différée, décalée selon les cas, et si on installe ou on instaure une prophylaxie. Un exemple, un chien vous a léché le doigt qui n'a pas de plaie. Vous pouvez laver les mains à l'eau et au savon avec un désinfectant. C'est bon, même l'eau de Javel si vous voulez, à 0,5 ou à 5%, c'est bon. Ce n'est pas là directement que vous pouvez vous faire vacciner si vous voulez,
Mais ce n'est pas ce risque-là que vous avez de faire la rage, qui est quand vous avez une morsure avérée avec du sang qui a coulé ou la salive d'un chien ou fait, de tout animal qui vous mord a été déversée. Là, c'est différent. Alors, si vous n'avez pas été vacciné, évidemment, on peut vous donner ces immunoglobulines. On a dit que ça n'a pas d'efficacité, mais on n'a pas autre chose. Alors, on est dans ce qu'on appelle, comment on appelle, on fait un traitement à titre compassionnel. On ne va pas vous laisser mourir en vous regardant. On essaie de faire ce qu'on peut et on vous assiste. C'est ça les devoirs du médecin. Nous, médecins, c'est ça. On les fait à titre compassionnel. De toute façon, la mort, la vie, ça dépendra de Dieu qui vous a créé. S'il veut vous revoir chez lui ou pas du tout. S'il veut vous revoir sur la terre, bon, il vous guérira de toute façon de manière spectaculaire. Dans les cas contraires, vous le verrez très rapidement. Et donc, si vous n'êtes pas vacciné, on peut vous infiltrer 20 mg, c'est milligrammes par kilo, hein, d'immunoglobuline rabique humaine autour de la plaie, on l'infecte, et puis les restes, on vous injecte au niveau du deltoïde ou loin de la plaie. Ensuite, on va vous vacciner avec les 4 doses ou 5 doses selon le protocole indiqué. Vous voyez que c'est assez complexe, mais ce n'est pas toujours assuré. On commence d'abord par vous donner les immunoglobulines anti-humaines. On les injecte autour de la plaie. Les restes de ces immunoglobulines, on les injecte au niveau loin de la plaie. Et ensuite, on vous vaccine. Et en RDC, moi personnellement, je n'ai jamais vu ces immunoglobulines antirabiques. Ça signifie que déjà, il n'y en a pas. Et donc, cette partie-ci va tomber dans la prise en charge. Il ne restera que la vaccination. Vous voyez que les traitements, dans tous les cas, déjà ne rassurent pas et vous en manquez. Et donc, c'est assez cauchemardesque. Alors, si vous êtes exposé et que vous avez déjà été vacciné, vous pouvez faire un boost, reprendre 2 doses de rappel, par exemple. 2 doses, ça pourrait être suffisant. Une dose au jour où vous avez été mordu et 3 jours après, quelle que soit la thérapie antirabique qui va être mise en place. Voilà ce que je voulais partager avec vous. La dernière diapositive, c'est une fact sheet. Comment est-ce que vous reconnaissez la rage? Chez les chiens, quand vous avez un chien, les chiens du voisin surtout, bon, le vôtre, on suppose qu'il est bon. Et puis les chiens du voisin, lui, il doit être un peu bizarre par rapport à vous. Il doit être un peu dépareillé et voilà, un peu en désordre. Quand vous voyez un chien qui devient furieux, qui a un comportement qui change, qui a une hypersalivation, déjà prenez vos dispositions. Ou un chien qui devient agressif, qui commence à vouloir mordre, fouillez. Fouiller, ça veut dire fouiller. Fouiller, ça ne veut pas dire tu essaies de voir d'abord si le chien est plus rapide que toi et que toi tu es plus rapide que Usain Bolt. Papa, maman, fouiller, ça veut dire fouiller. Évitez-nous des désagréments. Puisque une fois qu'il vous mord, l'atteinte nerveuse a lieu et c'est compliqué. Et en cas de morsure, même s'il arrivait que vous aviez commencé à fuir, mais parce que vous ne fouillez pas très bien, vous ne courez pas très bien, vous avez un gros ventre, vous êtes gros, vous ne faites pas du sport, ou vous êtes mince et affamé, selon les cas, vous avez la possibilité, une fois que le chien vous a mordu ou il est parti, vous pouvez laver votre plaie à l'eau, comme je le montre ici. En fait, je l'indique sur cette fact sheet, à l'eau et au savon, et ensuite on vous vaccine directement. Mais vous allez surveiller l'incubation. Je vous ai dit au début du cours, l'incubation prend plusieurs semaines à plusieurs mois. Donc pendant plusieurs mois, vous serez stressé. Terriblement stressé. Exponentiellement stressé parce que la période d'incubation peut faire plusieurs mois. Et vous observerez de temps en temps. Quand vous avez la fièvre, voilà, maux de tête, mal de gorge, vous commencez à transpirer, même si c'est la grippe, vous vous rappellerez d'abord que vous avez la rage et ça va vous stresser terriblement. Donc ce n'est pas une très bonne chose. Et cliniquement, vous avez les signes anormaux, la fièvre, les maux de tête. Quand vous avez une paralysie des muscles respiratoires ou phonatoires, vous ne savez plus parler. Les membres deviennent faibles, vous avez des fourmillements au niveau des pieds, des membres ou des brûlures, etc. C'est important. Et quand la personne est hospitalisée à l'hôpital, elle est agitée. Parfois, on est obligé de la sédater parce qu'elle est très agitée et elle peut être agressive, elle peut vous taper, vous mordre et bien sûr vous contaminer, vous transmettre la rage. Mais il arrive des cas où il y a des convulsions. La personne ne dort pas, elle fait de l'insomnie, elle transpire, elle salive et elle a une hypersalivation. Voici ce qui est dit ici. Stay away de ces genres de personnes ou de l'animal.
Et vous qui aimez avoir des chiens à la maison, des animaux de compagnie, s'il vous plaît, vous n'avez pas encore assez d'argent pour animal de compagnie, ne cherchez pas animal de compagnie. Ah, comme on le dit chez nous en RDC, tu n'as même pas l'argent du foufou, tu n'as même pas l'argent pour m'acheter chez Kwang, c'est toutou, c'est chien que tu vas aller chercher parce que tu veux défendre contre les voleurs. Bien sûr, on est d'accord, commence par vacciner tes chiens et faire suivre les calendriers vaccinal. C'est très important parce que ces chiens peuvent vous mordre vous aussi, pas seulement les voisins ou les voleurs comme vous espérez. Quand les voleurs ne sont pas venus et qu'il est enragé, il va vous mordre vous, vos enfants. Voilà pourquoi faites vacciner vos enfants et c'est très important. Voici ce que je voulais partager avec vous sur la rage. Je l'ai dit un peu de manière ironique ou comique, c'est pour rendre le cours compréhensible, mais derrière la dernière diapositive, je vais être le plus sérieux et le plus dramatique et le plus solennel possible pour vous dire que faites très attention à la rage, c'est une maladie mortelle parce qu'il n'y a pas de traitement. Dès que les symptômes commencent, ce qui est sûr, vous mourrez. Le nombre de jours, on ne sait pas, mais vous mourrez. Et voilà pourquoi vous devez vous protéger. La première protection, vous-même, fuir ces animaux et autres qui peuvent être porteurs de rage. Ne pas avoir les animaux quand vous les avez, vous devez suivre leur calendrier vaccinal et les faire suivre par des vétérinaires. Bien sûr, ça implique qu'il y ait des vétérinaires dans les pays. Quand il n'y en a pas, n'allez pas chercher les animaux de compagnie. Déjà, ça ne doit pas être recommandé. Le gouvernement peut prendre des mesures, mais ici, je parle d'abord de nous-mêmes. Et quand vous vous faites mordre par un chien ou par un autre animal, premier réflexe, vous prenez de l'eau, vous vous lavez, vous vous rincez à l'eau et au savon. Et vous allez vous faire vacciner en attendant. La suite appartient à Dieu. Merci de nous avoir suivis et veuillez liker la vidéo si vous l'avez aimé. Veuillez vous abonner à notre chaîne. À très bientôt pour des nouveaux cours de microbiologie, de virologie, d'immunologie, de vaccinologie. À très bientôt. Notre devise, vous servir. Ciao.